Salut tout le monde! Oh, je suis avec mon petit mot de clôture, mais absolument, on commence avec le début. Bonsoir, bienvenue à cet événement Santé Pop et premier événement de Bistro Brain à Québec. Donc, je me présente, je suis Alex Thibault, je suis directeur de Bistro Brain déjà depuis 3 ans et demi. Et Bistro Brain, c'est quoi? C'est un organisme à but non lucratif dont la mission, c'est de diffuser la science à travers le plaisir, fondé en 2017 à Sherbrooke. Et là, comment on fait pour diffuser la science à travers le plaisir? On fait des événements de vulgarisation scientifique dans lesquels vous buvez de la bière. Donc, qu'est-ce qui vous attend ce soir? C'est 4 présentations d'universitaires qui sont passionnés par ce qu'ils font. Ça leur fait vraiment un grand bien de sortir de leur laboratoire pour regarder des écrans pendant 40 heures par semaine. Donc, ils vont pouvoir, pour la rare occasion, présenter dans un langage accessible avec des jokes, en étant punchés, vraiment en mettant de l'avant leur personnalité. Ça va vraiment être une belle soirée. Et il va y avoir aussi des périodes de questions de 5 minutes après chaque présentation. Vous allez pouvoir assouvir votre curiosité. Il y a un micro juste sous ce que je pointe derrière vous, au milieu de la salle. Et on vous invite aussi à rester attentive et attentif, puisqu'à la fin, il va y avoir un quiz pour, encore une fois, vous remercier pour votre attention. Donc, une question quiz par présentation. On va faire tirer, encore une fois, des consommations. Donc, il va y avoir un code QR, ça va être affiché. Sur une note très personnelle, j'aimerais dire que ça fait vraiment longtemps que j'appréhende, que j'entretiens le désir de partir à un comité de Bistro Brain à Québec. Ça fait déjà 8 ans qu'on existe. On est à Sherbrooke, on est à Montréal. Les gens me disaient, c'est pour quand à Québec? Mais c'est maintenant l'occasion de dire que c'est fait. On a un événement à Québec. Donc, je suis vraiment content de l'emballement de la communauté pour l'occasion. Et j'en profite pour remercier notre commanditaire pour la soirée, le Fonds de recherche du Québec, qui nous soutient déjà depuis 3 ans. Aparté, là. Bistro Brain, là, on fêtait nos 8 ans, le dernier événement. Ce soir, c'est le 129e événement de Bistro Brain. Et on a dépassé le cap des 7000 participations depuis déjà toutes ces belles années. Donc, juste pour ça, je veux entendre une bonne main d'applaudissement. Merci, merci. Donc, ce soir, 129e événement Bistro Brain, on parle de santé des populations. Donc, je vais donc laisser la parole à Flore Conan, étudiante à la maîtrise en épidémiologie et membre du comité étudiant de l'Axe SP POS, notre collaborateur pour cette soirée. Bon applaudissement. Est-ce que vous m'entendez bien? Non? Allô? OK, parfait. Donc, allô tout le monde, je m'appelle Flore et par ma voix, le comité étudiant de l'Axe XP-POS vous souhaite la bienvenue à l'événement Santé Pop. Il faut savoir que l'Axe XP-POS réunit plus de 300 chercheuses et chercheurs impliqués dans la formation de centaines d'étudiantes et étudiants qui sont répartis sur 5 sites et qui travaillent sur des sujets variés, notamment la santé au travail, la santé cardiovasculaire, la santé des populations autochtones et l'apprentissage automatique. Les chercheuses et chercheurs de notre axe s'appuient sur des données de qualité et de sources diverses pour conduire des études scientifiques dont les résultats contribuent à l'amélioration continue de la santé des populations. L'Axe SP-POS organise également des activités sociales pour collecter des fonds afin de financer les travaux de ces chercheurs. Cette année, dans le cadre de Kilimanjaro 2025, vous pouvez nous encourager en faisant un don à l'équipe Axe SP-POS. Souvenons-nous que chaque geste compte pour faire avancer la science et améliorer la santé des populations. Alors, si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est pour montrer que la science nous concerne toutes et tous, qu'elle est partout autour de nous et qu'elle peut également quitter les laboratoires de recherche pour rejoindre chacune et chacun dans son quotidien. Par-dessus tout, la science peut s'avérer passionnante quand on prend le temps de la raconter autrement. Ce soir, vous découvrirez 4 histoires scientifiques inédites,
de l'impact des changements climatiques sur la santé, au développement de traitements efficients et personnalisés, toutes écrites par des étudiantes et étudiants de notre axe. Nous espérons que ces histoires vous offriront de belles découvertes et de nouvelles perspectives. Merci d'être avec nous et profitez bien de la soirée. Dans le cadre, M. Tech. Oui, c'est bon. Parfait, bien, merci encore pour... Il m'a dit oui, puis après ça, c'est non. Est-ce que je fais encore scalper, là? Bon. Okay. Merci encore une fois à l'Access Post pour leur soutien et rendre cette soirée possible. Donc, vous avez compris, on ouvre déjà le bal avec une première présentation. Donc, la première présentation sera donnée par Mélanie Lebert, docteur en sciences de la réadaptation et stagiaire postdoctorale à l'Université Laval et Vitam. Mélanie regarde avec nous si la thérapie de groupe en physiothérapie est une solution aux listes d'attente. Merci d'accueillir notre première présentatrice Bistro Brain à Québec. Donc, je m'appelle Mélanie Lebert, je suis stagiaire postdoctorale à l'Université Laval, mais j'ai aussi complété une formation en physiothérapie et j'ai complété mon doctorat sur un programme de physiothérapie qui se donnait en groupe. Et donc, ce soir, j'espère partager avec vous mon intérêt pour le format de groupe en physiothérapie. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on commence par une mise en situation. Donc, imaginez-vous que vous commencez à développer des fuites urinaires au sein de vos activités. Donc, ça commence les activités physiques, puis ça vient à la toux. Donc, première toux, pas de problème. Deuxième toux, ça va encore. Troisième toux, c'est là qu'il y a des fuites. Puis, au fil des mois, bien, de la troisième toux, bien, ça passe à la deuxième toux. Puis, le temps continue à passer. Puis, finalement, c'est dès la première toux que les fuites surviennent. Là, vous décidez que vous en avez assez. Ça a un impact négatif sur votre qualité de vie. Vous allez prendre ça en main, vous consultez en physiothérapie, vous appelez une clinique, on vous dit pas de problème, on vous prend, on accompagne ce genre de situation-là, on vous donne rendez-vous, on se voit dans 4 mois. Est-ce que c'est un délai qui vous satisfait, oui ou non? Non, en effet, c'est assez peu satisfaisant. Et donc, ça, c'était la mise en situation. Maintenant, je veux élargir la conversation de la physiothérapie à toutes sortes de motifs de consultation. Donc, on peut bénéficier de la physiothérapie pour plusieurs raisons. Et le site de l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec nous indique plusieurs motifs de consultation. Donc, on retrouve les fuites urinaires en période de grossesse ou en dehors, mais aussi des motifs de consultation avec lesquels vous êtes peut-être plus familier. Donc, des blessures articulaires, musculaires, la douleur chronique, des troubles neurologiques comme des AVC ou des conditions neurodégénératives, des problèmes cardiaques, pulmonaires, des traumatismes crâniens après une chute, un accident et des troubles de l'équilibre, par exemple. Donc, ça fait beaucoup de monde qui pourrait bénéficier de la physiothérapie, en théorie. Et par curiosité, à main levée ce soir, qui a déjà consulté en physiothérapie? Quand même pas mal. Si je repose ma question maintenant, qui, ce soir, à main levée, a déjà consulté en physiothérapie au public? Donc, c'est une répartition différente entre les soins de physiothérapie qui sont offerts au public et au privé. Donc, si on remonte dans le temps, en 2014, c'était 58 % des services de physiothérapie qui étaient offerts au public et 42 % au privé. Et si on regarde aujourd'hui sur le site de l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec, bien, on voit que c'est plus 44 % qui seraient assumés par le privé et jusqu'à 56 % par le public. Mais là encore, ça va dépendre des motifs de consultation. Donc, si on regarde les aides techniques, donc les évaluations, puis l'accompagnement pour compléter les documents pour bénéficier, par exemple, d'une marchette qui serait remboursée par la RAMQ, mais là, c'est jusqu'à 75 % au public. D'autres motifs de consultation, donc les douleurs lombaires, vous avez mal au dos, la rééducation périnéale pour les fuites dont on parlait tantôt, mais ça va être principalement assumé par le privé à hauteur de 73 % et 79 %. Donc, tant mieux, il y a quelqu'un pour répondre à ce besoin-là. Les services sont offerts, mais pour certaines personnes, ça pourrait constituer une première barrière à l'accessibilité des soins, une barrière financière, par exemple. Donc, si on reprend notre exemple des fuites urinaires qui va toucher beaucoup les femmes âgées,
Peut-être qu'elles ont pu accès à une assurance qui était liée à leur employeur, donc elles doivent assumer les frais de leur poche. Donc tout ça, ça fait en sorte que ça pourrait être une première barrière à l'accessibilité des soins. Autre barrière importante, les temps d'attente. Si on regarde, en 2017, il y avait plus de 18 000 personnes qui étaient en attente de soins de physiothérapie au Québec. Et de ces personnes-là, il y avait 16 % qui attendaient depuis plus d'1 an. Donc, ça fait quand même de longues attentes. Et le problème avec ça, c'est que les attentes ont des conséquences négatives sur la santé. Donc, on parle par exemple de l'atteinte de résultats cliniques non optimaux. Donc, dans bien des cas, intervenir rapidement, c'est ce qui nous permet d'avoir les meilleurs résultats possibles. Donc, après un AVC, après un événement cardiaque, même dans certains cas de douleur, ça va être important d'intervenir le plus rapidement possible. Il pourrait y avoir aussi une aggravation de l'état de santé. Donc, on pense aux motifs de consultation tantôt, les troubles de l'équilibre, la personne qui est en attente d'accompagnement, en attente de suivi, bien, pourrait très bien, pendant ce temps-là, chuter. Cette chute-là pourrait causer une fracture. Et là, on rentre dans une cascade de conséquences qui peuvent être assez graves sur la santé et qui pourraient augmenter les coûts pour le système de santé. Donc, avoir un accompagnement en physiothérapie, peut-être hebdomadaire, ça reste qu'il y a des coûts qui sont associés, mais ça serait moins dispendieux qu'une chirurgie de remplacement total de hanche si c'est nécessaire avec la fracture. Et parallèlement à tout ça, il y a une augmentation du stress professionnel pour les équipes cliniques qui gèrent les listes d'attente puis qui doivent prioriser des cas par rapport à d'autres dans des situations où parfois les besoins sont importants partout où ils regardent. Donc, il y a ça à considérer. Et face à ça, le format de groupe pourrait être une solution. Donc, il y a déjà des données qui démontrent une efficacité clinique similaire ou en tout cas pas inférieur au format individuel auquel on est plus habitué pour des problèmes musculo-squelettiques, donc douleur à l'épaule, douleur au genou, problèmes neurologiques, c'était principalement des AVC après un événement cardiaque, et pour les fuites urinaires dont on parlait tantôt. Ce qui serait intéressant avec le format de groupe, c'est qu'au-delà de la gestion des listes d'attente, donc c'est sûr, si on voit plusieurs personnes à la fois plutôt qu'une seule, on vient réduire notre liste d'attente plus rapidement. Il pourrait aussi y avoir certains avantages financiers. Donc, si on va payer pour 1 heure le ou la physiothérapeute, quitte à ajuster le montant pour refléter la charge ajoutée de gérer un groupe, on a quand même des chances que ça revienne moins cher par personne, autant pour le système public qui doit assumer les coûts ou pour les personnes qui arrivent et qui déboursent de leur poche. Donc, il pourrait y avoir cet intérêt-là. Mais surtout, et c'est vraiment là-dessus qu'on va se concentrer maintenant, c'est que le groupe pourrait avoir un effet de soutien, pour un renforcement de la motivation. Et ça viendrait renforcer l'adhérence aux exercices et l'assiduité aux séances, qui sont vraiment des éléments clés pour avoir les meilleurs résultats possibles en physiothérapie. Donc, pour parler de la motivation, on va regarder ensemble un modèle théorique. Même si, de prime abord, modèle théorique, ça n'a pas l'air très motivant. Restez avec moi. C'est un modèle de motivation qui a été proposé par Bandura pour l'adoption de certains comportements. Puis là, le comportement qu'on cherche à adopter, c'est faire les exercices de physiothérapie. Donc, on voit qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent nourrir la motivation. Donc, on va les voir ensemble. On va se concentrer sur les 3 premiers qui ont plus de chances d'être influencés par le format de groupe. Donc, le sentiment d'auto-efficacité, c'est le sentiment qu'on serait capable de réaliser quelque chose. Donc, dans ce cas-ci, c'est la conviction qu'on serait vraiment en mesure d'être assidu dans nos exercices. Et ça peut se nourrir de plusieurs façons. Donc, l'expérience active de maîtrise, c'est si on constate qu'on a été capable de le faire dans le passé, bien, on a plus de chances de croire qu'on va être capable de le faire dans le futur. Mais aussi, il y aurait 3 éléments qui pourraient être influencés par le format de groupe. Donc, l'observation de l'expérience des autres. Donc, si on voit quelqu'un qui a un profil similaire, qui est capable de le faire, mais on est peut-être un peu plus en mesure de se dire, bien, si lui est capable, bien, moi aussi. La persuasion verbale, ça serait sûrement plus le physiothérapeute ou la physiothérapeute, mais le groupe pourrait embarquer dans les encouragements aussi, puis venir nourrir ça. Et les modulations de l'état émotionnel et psychologique, ici, c'est en se sentant inclus ou incluse dans un groupe, on pourrait développer un sentiment d'appartenance, puis ça pourrait nous donner un nouvel élan, un nouveau souffle pour réaliser les exercices. Donc ça, c'était le sentiment d'auto-efficacité. Les résultats attendus maintenant, parce que s'attendre à des résultats qui comptent vraiment pour nous, bien, c'est un moteur important de la motivation. Et le groupe pourrait moduler les attentes. Donc, si on voit des personnes qui ont un profil similaire, qui bénéficient des exercices, on pourrait avoir envie plus de les faire. Ce qui est un peu différent de tantôt. On voyait les gens qui étaient capables de le faire, on se pensait capable aussi. Là, on voit les gens qui en bénéficient, donc on veut les avantages pour nous aussi. Donc, c'est un autre élément qui pourrait être influencé par le format de groupe.
C'est un peu comme quand on va lire les reviews avant d'aller essayer un endroit. Donc, s'il y a 50 personnes qui nous disent que c'est vraiment génial, on a peut-être un peu plus envie d'y aller. Donc, c'était sentiment d'auto-efficacité, les résultats attendus. Quand on regarde maintenant du côté des facteurs socio-structurels, pour certaines conditions de santé qui sont un peu plus tabous, comme les fuites, par exemple, le groupe pourrait avoir un effet de normalisation, puis ça viendrait diminuer la stigmatisation qui est associée à cette condition-là. Donc, ça nous donnerait un espace pour en parler de façon un peu plus libre, et ça nous permet de mieux agir dessus. Donc, dans le cas des fuites urinaires, par exemple, le groupe pourrait avoir ce rôle-là. Donc, un potentiel intéressant du format de groupe, maintenant, où le trouver? Si on regarde au Québec, c'est seulement 39% des établissements publics de santé qui proposent un format de groupe quelque part dans leur offre de soins. Et plus spécifiquement, pour notre exemple des fuites urinaires, c'est seulement 13% des physiothérapeutes qui vont pratiquer pour le traitement des fuites urinaires au public qui le proposent dans leur pratique. Donc, c'est encore assez limité pour le moment. Et donc, si on fait un petit tour d'horizon de ce qu'on a vu, donc, il y a définitivement des enjeux d'accessibilité en physiothérapie auxquels on pourrait s'attarder. Le format de groupe pourrait être une façon de le faire, pourrait nous aider à réduire les listes d'attente, mais il y aurait aussi plusieurs autres avantages. Donc, on l'a vu à travers la motivation. Mais par contre, c'est encore assez peu proposé, c'est encore émergent pour le moment. Et donc, j'aimerais maintenant vous proposer la suite dans un deuxième épisode, mais je vais quand même vous laisser avec un petit teaser de ce qui s'en vient. Donc, les prochaines étapes, c'est quoi? Donc, on veut chercher à comprendre pourquoi ce groupe-là, le format de groupe, est peu utilisé. Donc, on va aller interroger les physiothérapeutes, les personnes qui consultent en physiothérapie pour essayer de voir c'est quoi les obstacles et les motivations au format de groupe, dans le but de développer des stratégies pour réduire les listes d'attente, oui, mais pour répondre aux besoins des personnes concernées, parce qu'une stratégie qui est cliniquement efficace, c'est bien, mais une stratégie qui est adoptée puis de laquelle les gens peuvent vraiment bénéficier, bien, c'est encore mieux. Merci, Mélanie, d'avoir brisé la glace de Québec. On l'a annoncé, c'est maintenant le temps des questions. Donc, je vois déjà personne au micro. Il faut y aller. Fonctionne? Oui, c'est parfait. Merci beaucoup pour ta présentation. J'ai une question pour toi. Oui. Quand tu parles de thérapie de groupe, j'imagine que tu parles de 5-6 personnes en même temps. Ma question, c'est de savoir, est-ce que les physiothérapeutes aujourd'hui n'ont pas déjà 3 patients en même temps qui font des exercices séparés dans la pièce? En tout cas, moi, mes expériences au physio, c'était ça. Puis, tu sais, d'ajouter... c'est déjà des personnes qui prennent plusieurs personnes en même temps. Puis, tu sais, d'ajouter des groupes en même temps, est-ce que ça ne crée pas un défi? Puis, en tout cas, est-ce qu'il y a vraiment... Tu sais, en tout cas, première question, est-ce que c'est déjà le cas que les physios prennent plusieurs patients en même temps? Puis, deuxièmement, est-ce que ça répond vraiment à un besoin ou est-ce que ça ne va pas forcément améliorer les choses tant que ça? Mais ce qu'on peut voir en physiothérapie, c'est une bonne question parce que souvent, c'est ça qu'on va voir. Il y a un certain chevauchement. Donc, on voit les patients pour des 30 minutes, mais il y a une heure qui est bloquée. Puis, les patients se chevauchent à raison de 30 minutes. Donc, c'est un peu le format qui est généralement adopté, bien qu'il y a certains motifs de consultation où il n'y a pas ça. Donc, par exemple, en rééducation périnéale, comme on en parlait tantôt. Mais oui, il y a souvent un chevauchement. Par contre, ce n'est pas vraiment des personnes qui vont consulter ensemble. Donc, ce qui est généralement le cas, c'est qu'il va y avoir peut-être une partie d'électrothérapie ou de thérapie par la chaleur ou la glace. Puis, on va essayer de faire en sorte que pendant que la personne fait une certaine activité, l'autre personne va avoir un peu plus d'attention du physio, de la physio, puis d'alterner un peu là-dedans. Fait que les personnes ne sont pas en interaction et ne consultent pas forcément pour la même chose non plus. Donc, le groupe pourrait avoir un effet un peu plus de soutien puis de rassembler les gens, surtout si c'est des conditions qui sont, on va dire, tabous, des conditions qui sont chroniques ou des conditions qui sont peut-être stigmatisées sans être tabous, comme certains accidents de travail. Donc, il pourrait y avoir ce nouveau souffle-là au sein des groupes qu'il n'y a pas dans les chevauchements. Puis, ça permet aussi de voir plus de personnes à la fois que là, même s'il y a un chevauchement qui vient pour des raisons pragmatiques, là, avec les listes d'attente puis tout ça, c'est quand même, si on parle d'un groupe de 5, 6 jusqu'à 8 personnes, ce qui est généralement le cas dans les études,
c'est quand même plus que 1,5. Donc, on pourrait avoir aussi un bénéfice en plus à ce niveau-là, potentiellement. Merci beaucoup. Question? Merci pour la présentation. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il faudrait, dans ces groupes-là, que les personnes aient des problématiques similaires ou ça peut être plusieurs personnes en même temps pour des motifs différents? Est-ce qu'ils suivraient le même genre de traitement en même temps pour qu'ils voient une progression sur les mêmes limitations qu'ils ont? Est-ce que ça serait ça l'approche désirée ou pas nécessairement? C'est un des éléments qui, je pense, va ressortir dans les obstacles et motivations. Mais de ce que j'ai vu dans la littérature et de ce que j'ai fait concrètement dans mon doctorat, c'était pour des conditions similaires, voire identiques, parce que comme ça, les programmes s'adressent à tout le monde, puis il y a des ajustements qui sont possibles. Donc, par exemple, le programme que j'évaluais au doctorat, c'était un programme pour les fuites urinaires, et il y a certaines positions. Donc, on commence couché pour aller faire des contractions du plancher pelvien sans avoir à lutter contre la gravité. Ensuite, on va en position assise. Après, on va debout. Mais pour certaines personnes, coucher, c'était un peu compliqué. Ou il y a certaines postures intermédiaires, comme on le faisait à quatre pattes, bien, certaines personnes vont venir mettre les bras sur la chaise. Donc, il y a des ajustements qui sont possibles à l'intérieur d'un groupe, mais généralement, les exercices devraient s'adresser à une population assez similaire. Donc, je pense que ce serait plus facile s'il y avait des conditions assez proches. Et c'est pour ça que les personnes devraient être évaluées de façon individuelle, puis ensuite triées, voir si elles sont des candidates ou des personnes potentiellement éligibles pour bénéficier de groupes comme ça. Mais j'ai vu aussi dans certaines études où il y avait des conditions, on va dire, plus vastes, douleurs chroniques, par exemple, puis ils fonctionnaient par circuit. Donc, c'est des gens qui vont s'entraîner ensemble, qui vont avoir un exercice, un programme d'exercice qui est personnalisé, mais qui se retrouvent sur une plage horaire spécifique pour s'entraîner ensemble, puis il y a un volet de groupe de discussion. Donc, il y a les deux qui sont possibles, mais j'ai plus vu, en termes de ce qui a été publié, ce qui a été fait, j'ai quand même plus vu des conditions similaires ensemble. Dernière question? Oui. Rapido. Je viens du domaine de la psychologie où on fait des comparaisons sur l'efficacité des interventions, soit individuelles, soit de groupe. Puis je me demandais s'il y avait des études qui évaluaient justement l'efficacité de l'intervention, puis comment l'efficacité est documentée. Est-ce que c'est l'adoption des exercices? Est-ce que c'est leur maintien sur une courte période, une période plus ou moins longue? Est-ce que c'est le soulagement de la douleur, par exemple? Donc, j'aimerais ça vous entendre sur ça. Oui, mais quand je parlais des données cliniques qui avaient été obtenues jusqu'à présent, c'était principalement sur l'efficacité clinique. Donc, on n'a pas... Il faudrait que je retourne dans ces études-là, mais principalement, ce qui me vient, c'était d'aller voir est-ce que les objectifs cliniques étaient atteints. Et ce que le programme sur lequel j'ai travaillé au doctorat aussi avait été validé par rapport à le format qui était individuel. Puis là encore, c'était sur les objectifs cliniques, donc est-ce qu'ils étaient atteints. Il y avait une satisfaction du côté des patientes, mais aussi le nombre de fuites par semaine, qui était vraiment l'indicateur phare. Puis ce qui a été vu, c'est qu'au bout des 12 semaines du programme, c'était 78 % de réduction des fuites, puis c'était assez similaire donc en groupe et en individuel. Donc, les résultats cliniques sont là. Après, ce serait intéressant de voir est-ce que c'est vraiment lié au fait que les personnes font plus leurs exercices. Ça pourrait être une étape intéressante, mais pour l'instant, c'était vraiment plus les objectifs cliniques. Oui. Merci beaucoup pour cette dernière question. Merci encore une fois, Mélanie. Je pense que tu as fait quand même une bonne sensibilisation, peut-être la persuasion verbale avec ça. Hein? Okay, merci encore une fois. Une bonne applaudissement. On va aller faire une transition diaporama. Je vais annoncer la deuxième présentation. Est-ce que je suis encore décapité ou... Je suis pour aller chez la coiffeuse. Donc, deuxième présentation. Kossi Clément Trénoux est étudiant au doctorat de biostatistique à l'Université Laval. Il est passionné de recherche et de vulgarisation. Il dirige le Café Biostatistique, rédige le blog BioTrend Watch et s'implique activement dans la communauté scientifique étudiante. Ce soir, il nous explique comment l'apprentissage automatique a le potentiel d'aider les patients
à recevoir le bon traitement au bon endroit, au bon moment. Bonne présentation! Hello. Merci beaucoup. Merci, Oui, merci. Eh bien, supposons qu'en venant ici, on vous a déjà préparé votre boisson ou même vos plats que vous aimez tant en se basant sur vos historiques ou bien vos habitudes de consommation. Est-ce que c'est fun ou bien c'est pas fun? OK. Donc, c'est ce genre de questions que je traite dans le cadre de ma recherche, mais appliquées au domaine de la santé. Donc, imaginez qu'une personne souffre d'une maladie, comme le cancer du sein. Donc, nous allons utiliser une technique qu'on appelle l'apprentissage automatique pour trouver le traitement qui fonctionnerait le mieux pour cette personne en utilisant certaines de ces informations, comme l'indice de masse corporelle, l'âge. Donc, c'est souvent ce qu'on appelle la médecine personnalisée. Donc, personnaliser le traitement en utilisant les caractéristiques du patient. Donc, pour cela, on utilise les stratégies de traitement adaptatives, donc en se basant sur des méthodes mathématiques ou statistiques. Et puis, si je vous dis que la statistique, c'est comme la bière. Au début, c'est amer, et puis à la fin, ça devient doux. Vous êtes d'accord? Oui, OK. Donc, on va utiliser des notions, donc des modèles mathématiques pour répondre à cette question. Donc, c'est quoi un modèle? Donc, on peut l'assimiler à une recette. Donc, supposons qu'on veut confectionner un gâteau. Donc, on a besoin de quoi? Des ingrédients. La farine, l'œuf, quoi encore? Le sucre, lait, quoi? De l'eau? Oui, c'est mon dada. OK. Donc, on va mélanger tout cela, le mettre dans un four à température temps. OK. La manière de confectionner tout cela, c'est ce qu'on va appeler en mathématiques ou bien statistique un modèle. Et les ingrédients, nous, on va l'appeler ça les variables. Et chaque composante correspond à quoi? À un X, on va utiliser des notations alphabétiques. Donc un X, un Y, ainsi de suite. On avait dit que quoi? Le gâteau doit respecter certaines températures ou bien certains process. Non, nous, on va définir des hypothèses, des règles que le modèle doit respecter. Donc, une fois qu'on a fini de définir ou bien une fois qu'on a fini de préparer le gâteau, on fait quoi? On doit goûter. Est-ce que les enfants vont aimer? Est-ce que moi-même, je vais aimer ou pas? OK. Donc, pour les modèles aussi, on va mesurer à la fin pour voir est-ce que le modèle fonctionne bien ou pas. Donc, il y a ce qu'on appelle souvent un biais. On va l'assimiler à l'erreur. Est-ce que le modèle donne plus d'erreurs? Est-ce que le modèle donne moins d'erreurs? Ou bien il n'y a pas du tout d'erreur? Donc, qui a déjà entendu parler de l'intelligence artificielle? Ah, l'apprentissage automatique? Ah, OK, parfait. Donc, l'apprentissage automatique, on peut dire que c'est une sous-section de l'intelligence artificielle. Donc, le fait d'utiliser, par exemple, un robot, on va utiliser des programmes assistants virtuels qu'on ne voit pas, mais qui nous assistent dans nos tâches. Donc, l'apprentissage automatique, c'est comme un ordinateur qui apprend à partir des données de nombreuses personnes pour recommander des solutions adaptées à des groupes similaires. Donc, c'est quoi l'idée? C'est de comprendre comment fonctionne l'effet d'un traitement qu'un patient reçoit en se basant sur ses caractéristiques et en sélectionnant judicieusement ces informations. Notons que l'idéal serait qu'on reçoive vos données toutes propres, comme l'arc-en-ciel, toutes clean, et là, on roule les modèles qui existent, donc la recette classique qui existe sur ça. Mais la réalité est toute une autre chose, parce que quoi? Je ne dis pas que vous mentez quand vous collectez vos données, mais il y a certains qui mentent, il y a certains qui refusent de donner l'information, donc on a un vide là-bas. Il y a certains qui donnent des informations qui ne reflètent même pas la réalité. Donc, il faut trouver maintenant des méthodes un peu plus complexes, un peu plus robustes pour traiter ces genres de cas, pour avoir une réponse un peu plus valide. Donc, supposons qu'on a représenté les données d'un patient qui sont ici, les pointillés noirs.
on voit que la méthode classique qui existe, que les médecins utilisent, propose de trouver une estimation ou bien un résultat très strict. Donc, c'est ça qui est représenté en bleu. Alors que l'apprentissage automatique, représenté ici en rouge, passe par la plupart des données. Donc, s'ajuste bien aux données. Donc, le résultat qu'on aura sera vraiment lié aux données qu'on a collectées. Qui a aussi une fois entendu parler de la poliomyélite? OK. Ah, il y a moins du monde. OK. Donc, la poliomyélite est une infection très grave et peut aussi entraîner la paralysie. Donc, en 1950, plusieurs études aux États-Unis ont montré que le fait de consommer la glace entraîne une augmentation des cas de poliomyélite. Est-ce que, comme ça, est-ce que vous êtes satisfait? Pas vraiment. OK. Donc, ici, on va voir quoi? Il y a la poliomyélite qui est la réponse ou bien l'issue clinique, qu'on le dit. Il y a la consommation de la glace qui est l'exposition. Ça peut être encore un traitement que la personne a reçu. Donc, on veut savoir si la consommation de la glace entraîne une augmentation des cas de poliomyélite. Donc, plusieurs études aux États-Unis ont montré que oui, c'est ça et autres, alors que non. Parce que quoi? Les données ont été collectées en été. En été, il fait quoi? Il fait chaud. Les gens font quoi? Sortent pour faire des activités en plein air et autres. Donc, cela entraîne quoi? Une propagation très rapide de la maladie. Donc, pour pouvoir répondre à cette question, il est donc important de contrôler la variable ou bien de contrôler le mot, la saisonnalité. Donc, la saisonnalité ici sera ce qu'on appelle les facteurs de confusion. Donc, il faut trouver un modèle ou bien il faut trouver une technique qui permettra de contrôler cette variable. Et l'apprentissage automatique vraiment aide pour répondre à cette question. Donc ici, c'est les différentes techniques de l'apprentissage automatique que je liste ici, le random forest, parce qu'on avait dit qu'on peut avoir un gâteau à la framboise, un gâteau en quoi par exemple? Au chocolat. Donc ici, l'apprentissage automatique aussi a cette technique. Donc l'apprentissage random forest, superlearner, etc. Donc qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons utilisé des programmes informatiques donc, pour représenter les données des patients. Donc, une fois qu'on l'envoie à l'ordinateur, l'ordinateur le comprend sous forme de table. Donc, c'est ça qui est présenté ici. Donc, on aura les informations sur le patient, on aura les traitements que le patient a reçus, et puis l'issue ou bien la réponse de chaque traitement. Donc, on va diviser les données en 2 assiettes. Et puis, dans chaque assiette, on va rouler les différentes techniques qu'on a dit de l'apprentissage automatique dans chaque assiette. On va les switcher pour encore utiliser l'apprentissage automatique et à la fin, mettre les assiettes ensemble pour trouver les stratégies de traitement afin de construire maintenant une règle de décision valide afin que chaque personne reçoive le bon traitement au bon endroit et au bon moment. Donc, pourquoi on fait donc le croix? C'est ça qu'on appelle la validation croisée. On avait dit que l'apprentissage automatique s'ajuste bien aux données. Donc, le fait de diviser, on a l'assurance qu'il ne manquera pas, par exemple, de sucre. Et s'il manque de sucre même, étant donné que l'apprentissage automatique est un assistant intelligent, à la fin, ça va nous aider à avoir plus ou moins une réponse correcte. Donc, ici, on a essayé donc, de reproduire les données de 5 patients. Et on avait vu que la technique ou bien la méthode classique qui existe donne des erreurs élevées, alors que par l'apprentissage automatique donne des erreurs plus ou moins faibles. Donc parmi eux, il y a encore des méthodes qui donnent des erreurs un peu élevées, mais la majorité donne des erreurs faibles et puis pratiquement nulles. Donc l'apprentissage automatique nous permet donc de tenir compte ou bien de trouver des réponses en utilisant des données complexes et aussi permet de construire des règles de décision valides. Toutefois, il faut tenir compte de certains défis liés au temps de calcul. Autant que pour présenter l'exemple que je viens de présenter, ça m'a fallu 48 heures avant d'avoir les résultats pour ramener ça dans Excel pour dessiner les graphiques.
Donc, il va falloir donc trouver un moyen pour optimiser maintenant le temps de calcul de tout ça. Okay. Donc, comme disait, vous pouvez me suivre si vous voulez, si vous vous intéressez aux notions complexes liées à la mathématique, à la statistique. Donc, je discute souvent de ce genre de questions sur mon blog. Donc, n'hésitez pas à me suivre et surtout à vous abonner. Merci. Ouais. Dans les questions, puis on a une porteuse du micro désormais. Est-ce qu'il y a un micro sans fil? Porteuse du micro avec un fil? Ah, il y a un fil? Ah bon, laisse-le là dans ce cas-là. Je pense que c'est pas grave. Là. On voulait faire extra courtoisie. Hein. Tu sais, la vulgarisation, c'est un peu l'idée que l'effort de la communication repose sur les épaules de la personne qui émet le message. Fait que dans ce rôle-là, vous êtes vraiment en vacances, en gros. Fait que c'était l'idée de poursuivre ça. Mais, toujours est-il, on peut poser des questions au micro sur trépied fixe. Et là, je vois quelqu'un qui monte les marches. Je pense que je la connais. Je pense que je la connais. Bon, il ne demande jamais c'est qui parle. Bon, tu peux poser ta question. Non. Et là, ça fonctionne? Oui, parfait. Oui, ça fonctionne. Merci d'avoir vulgarisé aussi bien les stats, mon Dieu. Je pense que c'est un truc que j'ai jamais appris à aimer puis à comprendre, mais là, c'était vraiment fluide. Fait que merci pour ça. Moi, j'ai une question pour toi sur une de tes dernières slides où tu dis que tu vas comparer tes modèles d'apprentissage, puis tu regardes ceux qui font le plus d'erreurs, etc. Comment tu sais qu'ils font des erreurs? Est-ce que tu disais toi-même que les données, des fois, peuvent être fausses, qu'il faut qu'elles soient modifiées, tout ça? Fait que, ouais, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu fais pour savoir comment est-ce qu'ils font des erreurs de manière simple, s'il te plaît? OK. Donc, supposons que les données ne sont pas toutes fausses, mais supposons que les données, on n'a pas l'assurance que c'est vrai ou pas. Donc, en mathématiques ou bien statistique, toujours, il existe des méthodes pour corriger ce genre de choses. Une fois déjà qu'on a corrigé, et comme je disais, le fait qu'on a confectionné le gâteau, on va le goûter. En mathématiques aussi, il y a des mesures, donc des formules qui existent, qui permettent de calculer ces erreurs-là. Donc, il y a ce qu'on appelle souvent, bon, là je vous laisse checker après, ce qu'on appelle le biais, ce qu'on appelle l'écart type, ce qu'on appelle quoi, l'erreur quadratique moyenne. Donc, il y a ce genre de mesures qui existent dans le domaine de la statistique qui permettent donc de mesurer les erreurs. OK, super, merci beaucoup. Deuxième personne au micro. OK, donc d'abord, merci pour ta présentation. Tout a été parfaitement clair. Ma question, en fait, c'est une question à deux volets. Tout d'abord, j'aimerais savoir, en fait, le modèle sur lequel je travaille, est-ce que c'est un modèle, en fait, qui se généralise à toutes sortes de maladies? Et si c'est le cas, est-ce que ça tient compte, en fait, des données, en fait, génétiques? Parce qu'on sait, en fait, que, par exemple, la schizophrénie, on sait que, par exemple, ce sont des maladies, en fait, qui ont un peu, en fait, des causes génétiques, en fait. Donc, est-ce que dans tes données, en fait, tu tiens compte un peu des données génétiques? Je n'utilise pas des données génétiques, mais le modèle ou bien les méthodes que nous sommes en train de développer, on s'entend à généraliser ça avec d'autres types ou bien d'autres problèmes. Par exemple, nous sommes en train de penser à avoir un dispositif qui sera mis en ligne où un médecin peut donc fournir les informations à la plateforme, donc les informations sur le patient, le traitement que le patient reçoit, la réponse pour chaque patient, et puis juste un petit bouton qu'il va appuyer, et puis l'application va lui dire que, OK, parmi les 5 ou bien 6 traitements que tu as prescrits à ton patient, voilà le traitement là qui est le mieux adapté ou bien qui agit sur le mal que le patient soulève. D'accord. J'espère que j'ai été clair. Okay. On a le temps pour une dernière question encore. Oui, merci
beaucoup pour la présentation claire, dynamique, intéressante. Vous travaillez sur le cancer du sein. Je me demandais sur quel traitement exactement vous avez pu exercer vos modèles. Et puis, vous en avez touché un mot. Je me demandais à quel point les travaux que vous menez actuellement sont sur le point d'être adoptés en clinique, ou qu'est-ce qui manque pour que ça soit adopté par les cliniciens? Ouais, pour le dernier point, il faut que ça soit vraiment validé, donc faire des études, des essais cliniques. Je ne peux pas dire N fois, ou bien il faut vraiment que ça soit validé par les médecins ou bien des cliniciens, donc réaliser des essais et autres, l'entraîner sur le modèle autant de fois. Une fois qu'on a une réponse satisfaisante, là maintenant on peut lancer ça de manière générale à toute la population et autres. Concernant les données que nous utilisons, la variable, c'est l'hormonothérapie, le traitement. Mais nous, on a essayé de couper l'hormonothérapie et puis l'obésité. Donc, l'hormonothérapie et puis l'obésité pour voir s'il y aura une modification d'effet ou bien ou pas. Donc, c'est ça. Merci. C'est le temps qu'on avait pour les questions. On vous invite par le fait même, en fait, c'est un événement en vulgarisation scientifique. On vous invite, si vous avez encore des questions, à aller voir nos personnes qui présentent sur scène ce soir. Dans le cadre le plus informel qui soit, il n'y a pas de « je suis un présentateur ». Non, on se parle dans un bar, buvez une bière, puis vous voulez savoir si la biostatistique peut vous sauver la vie. Donc, c'est tout pour Cossi. Une bonne applaudissement encore une fois. Donc, c'est maintenant le temps de la pause. On se rejoint dans 10 minutes, je veux dire l'heure exacte. Donc, il est 5h58. On se rejoint à 6h08. Vous en profitez pour aller vous prendre un refill de bière, manger un petit nachos, ramener la caisse de Bistro Burn en avant. Donc, on se revoit dans 10 minutes. À bientôt. On gagne. On est vraiment sous le timer. 6h09, 8, là. On va recommencer dans quelques secondes. J'invite à retrouver le siège. On voit que vous êtes vraiment emballés. J'aime ce bruit d'ambiance-là, des gens des esprits effervescents qui se connectent et se déploient. Est-ce que vous avez du fun? Yes! On va s'entendre ça. Donc, on continue la soirée avec une présentation qui porte comme titre « Changement climatique et maladie de Lyme, une triple injustice sociale ». Elle sera faite par Cossi Adangesso, étudiant en doctorat en santé communautaire à l'Université Laval, qui nous décrira les inégalités entourant la maladie de Lyme. Étrangement, on va parler un peu de l'Estrie à Québec. Je vous invite à lui donner le coup d'envoi avec beaucoup de bruit. Bonjour tout le monde. Donc, je vais enchaîner la troisième présentation qui porte sur la corrélation entre le changement climatique et la santé des populations. Donc, comme vous le savez déjà, le changement climatique entre déjà dans notre réalité quotidienne. Donc, le changement climatique entre déjà dans notre réalité quotidienne et affecte sensiblement à notre santé. Donc, la question que j'aimerais vous poser est de savoir, est-ce que vous êtes déjà conscient que le changement climatique ralentisse, par exemple, les étés au Québec, et puis aussi au niveau des hivers que nous connaissons, il y a un changement. Est-ce que vous avez déjà fait ce constat? Donc, effectivement, le changement climatique entre déjà dans notre quotidien. Et le thème que je voudrais vous présenter aujourd'hui s'intitule « La morsure invisible, changement climatique et maladie de Lyme au Québec ». Alors, comme je le disais tantôt, si nous nous plongeons un tout petit peu par rapport au passé, on se rendra compte que ok, d'accord. Ok, super. Donc, comme je le dis,
Ok, bon, j'espère que chacun arrive quand même à regarder l'écran de son côté. Donc, le changement climatique est une réalité aujourd'hui qui est très palpable et ça m'amène à vous raconter une petite histoire. Donc, c'est l'histoire de Chiki et ses copines. Et là, nous sommes en avril 2009. Chiki et ses copines sont partis faire la randonnée, donc, comme d'habitude. Donc, de retour à la maison, il y a des symptômes qui apparaissent. Et parmi ces symptômes, on peut observer, par exemple, la fatigue chronique, le sommeil prolongé, les lésions cutanées, donc qui sont des symptômes inhabituels que Chiki et ses copines ont commencé à développer du retour de leur randonnée. Et puis rapidement, elles ont pris la décision de se faire consulter. Donc après la consultation, ils révèlent qu'il y en a certaines parmi elles qui ont reçu des diagnostics positifs par rapport à la maladie de Lyme. Et il y en a d'autres qui ont reçu des diagnostics négatifs. Donc, on se posait la question, mais comment un même groupe homogène sont partis à la randonnée et puis du retour, il y a des diagnostics très différents. Donc, celles qui ont reçu des diagnostics positifs parmi elles n'ont pas bénéficié, par exemple, d'un protocole beaucoup plus établi, plus fiable pour faire face à l'amélioration de leur situation de santé. Il y en a celles également qui ont reçu des diagnostics négatifs, mais qui aussi disposent des moyens nécessaires. Donc, ces dernières ont pris la résolution de se rendre aux États-Unis pour consulter davantage et avoir plus d'informations par rapport à leur situation de santé. Une fois arrivés aux États-Unis, il s'est avéré que les diagnostics qui étaient négatifs au Québec s'est révélé positifs aux États-Unis. Donc, ce qui veut dire que il y a des inégalités en ce qui concerne l'accessibilité. Et si vous avez bien suivi cette histoire, la question que je peux vous poser est de savoir, est-ce que vous avez identifié, vous aussi, quelques inégalités par rapport à cette petite histoire? Si vous avez identifié quelques inégalités, ça veut dire qu'effectivement, nous avons des inégalités en ce qui concerne le changement climatique et la santé. Et parmi ces inégalités, je peux vous énumérer quelques-unes. Il faut noter que nous ne contribuons pas au même niveau, d'abord au changement climatique. Ici, il y en a certaines personnes qui sont venues en auto, d'autres ont marché. Donc, les personnes qui sont venues en auto, déjà, contribuent plus au changement climatique que ceux qui sont venus à pied. Moi, je suis venu en auto. Mais s'il y a quelqu'un qui est venu à pied, ça veut dire que moi, je contribue plus au changement climatique. Mais il s'est avéré que les conséquences néfastes par rapport au changement climatique, nous les percevons de manière différenciée. Donc ça, c'est le premier niveau d'inégalité ou d'injustice qu'on peut établir clairement par rapport à la corrélation entre le changement climatique et la santé populationnelle. Le deuxième niveau d'inégalité, c'est que les personnes qui sont parties aux États-Unis ont réussi à faire face aux coûts parce que ces personnes ont des moyens financiers. Parce que le Canada est basé sur le système assurantiel, contrairement aux États-Unis où c'est plus le privé qui domine. Donc, ce qui veut dire que si vous avez une maladie au Québec ici et qu'arrivé à l'hôpital, on vous dit qu'on n'a pas tous les moyens pour d'abord établir un diagnostic beaucoup plus fiable et établir, par exemple, un protocole de traitement, ça veut dire que vous êtes obligé d'aller chercher des soins et services de santé à l'extérieur, ce qui revient encore extrêmement beaucoup plus cher. Donc, le deuxième niveau d'inégalité, c'est parce que nous n'avons pas tous les mêmes moyens financiers pour faire face aux coûts de traitement. Et le troisième niveau d'inégalité, c'est que au Québec, de façon générale, les soins sont inéquitables. Donc, l'inéquitabilité des soins fait que quelqu'un peut avoir un problème de santé, mais va à l'hôpital, n'a pas les soins, n'a pas les services adéquats. Par contre, quelqu'un, son ami, son proche, peut avoir peut-être le même problème, mais lui, il peut en avoir. Donc, ça veut dire que le système révèle une certaine inéquitabilité par rapport à l'accessibilité des soins. Donc, voilà les trois niveaux d'inégalité qui découlent clairement de cette petite histoire que je viens de vous raconter. Donc, on va poursuivre la présentation. Alors, quels sont les éléments, les facteurs qui découlent de cette randonnée effectuée en 2009? D'abord, le premier élément à mettre en exergue, c'est que après cette randonnée, c'est que Chiki et ses copines ont eu un contact direct avec le tic. Ça, c'est un fait à établir. Le deuxième fait, c'est que
le même groupe, il y en a certains qui ont des symptômes vraiment inquiétants et inhabituels, notamment la fatigue chronique, les lésions cutanées et aussi le sommeil prolongé. Et quand on parle ici de sommeil prolongé, c'est que la personne atteinte peut dormir pendant 22 heures. Nous sachons tous que la journée compte combien d'heures déjà? 24 heures. Donc, si vous avez une maladie qui vous fait dormir pendant 22 heures, ça veut dire que vous avez juste 2 heures de temps à passer avec nous et le reste, ça serait au lit. Donc, ce qui est un symptôme vraiment inquiétant par rapport à cette maladie. Ça, c'est le deuxième fait à mettre en lumière. Le troisième fait, c'est l'errance médicale. C'est quoi l'errance médicale? L'errance médicale dans la mesure où vous avez un problème de santé, vous allez à l'hôpital, il n'y a pas un diagnostic précis d'un côté et de l'autre, il n'y a pas un protocole de traitement efficace pour l'amélioration de votre situation de santé. Donc ça va vous amener à aller de clinique en clinique et d'hôpital en hôpital. Donc ce qui implique ce qu'on appelle l'errance médicale. Et le quatrième fait factuel à mettre en exergue, c'est qu'une randonnée à Québec nous oblige à faire un voyage de santé aux États-Unis avec des coûts excessifs. Donc, ce qui veut dire déjà que le changement climatique, voilà les réalités qui nous amènent à vivre au quotidien. Alors, une maladie méconnue et sous-diagnostiquée au Québec. Pourquoi la maladie de Lyme est méconnue et sous-diagnostiquée au Québec? Parce que les médecins, le corps soignant au Québec n'est pas formé pour reconnaître clairement la maladie de Lyme, poser le diagnostic fiable et le protocole de traitement efficace. Et quelles sont les conséquences qui en découlent? Les conséquences qui en découlent, c'est que la maladie de Lyme n'est pas traitée au stade précoce. Même si la maladie n'est pas traitée au stade précoce, ça entraîne par exemple la dimension chronique. Et la chronicité de la maladie de Lyme est très dangereuse dans la mesure où vous pouvez vivre avec cette maladie pendant des années. Et si on vit avec la maladie pendant des années, sachant que le coût est très lourd à supporter, imagine les conséquences qui peuvent en découler. Et aujourd'hui, il y a certains qui ont vu leur vie basculer totalement, basculer dans la mesure où ce sont des gens qui ont perdu des amis, il y a l'isolement social et non généralement que 2 heures de temps à rester éveillé. On me dit, il me reste 3 minutes, donc je vais avancer un tout petit peu. Alors, j'ai essayé d'établir un lien entre la science et puis l'invasion d'éthique. Donc aujourd'hui, la science a établi clairement le fait qu'on est dans une situation de changement climatique et les différentes conséquences qui en découlent, c'est qu'il y a l'expansion et l'élargissement d'éthique. Et ce qu'il faut souligner ici, c'est que l'éthique parcourt une distance de 35 km par année. Dépendamment de vos zones d'habitation, vous pouvez juste faire un petit calcul pour vous rendre compte que si aujourd'hui vous estimez être en sécurité, calculez le nombre d'années qui vous reste pour être envahi par l'éthique. Peut-être après, vous pouvez prendre votre calculatrice et puis faire ce petit calcul. Il y a également la multiplication, c'est-à-dire la reproduction accélérée. Donc, cette reproduction accélérée fait que l'humain est aujourd'hui en contact direct avec l'éthique, puisqu'on ne peut pas interdire aux gens de ne pas faire les activités en plein air, de ne pas faire les randonnées. Donc ça fait qu'on est en contact permanent avec l'éthique. Et être en contact permanent, c'est aussi mettre en lumière le fait qu'il y a des cas, des personnes qui sont infectées. Et les personnes infectées, chaque jour, illustrent le fait qu'on a, par exemple, l'augmentation des cas. L'augmentation des cas souligne aujourd'hui comme si on est dans une période de pandémie qu'on avait connue avec la question de maladie de Lyme. À Québec, ici, on n'entend pas vraiment parler. Il suffit seulement de sortir un tout petit peu de Québec et aller vers la Montérégie. Vous allez comprendre que c'est vraiment des zones très endémiques et des zones qui sont peuplées par les tiques. Alors, les enjeux qui se posent, c'est principalement les enjeux de diagnostic, parce que le test ELISA est peu fiable.
la fiabilité est évaluée à 40%. Donc, ça veut dire qu'il y a une marge de manœuvre de 60% qui est très grand. Ce qui fait qu'il y a des faux diagnostics, il y a des faux positifs ou des faux négatifs. Vous pouvez être en état de santé très correct, mais le diagnostic peut révéler que vous avez la maladie de Lyme. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un problème de diagnostic qui se pose avec acuité au Québec ici. Alors, que devons-nous faire ? Alors, il y a une mobilisation qui est nécessaire à faire et cette mobilisation nécessite à ce que l'on puisse mettre en place des groupes pour le partage des informations, pour l'appui et également une influence sur les acteurs politiques pour que les décisions judiciaires puissent être prises pour une pleine reconnaissance de cette maladie. Il y a également des recherches indépendantes qui peuvent être menées pour que, par exemple, les médecins, les chercheurs puissent mettre en place des protocoles beaucoup plus robustes, plus solides pour faire face aux traitements plus efficaces de cette maladie. La sensibilisation médiatique, des reportages, par exemple, pourraient être mis en place pour sensibiliser une grande population. Alors, vers une solution beaucoup plus collective dans la mesure où, par exemple, au niveau individuel, chacun doit prendre conscience qu'on est en face aujourd'hui d'un ennemi très invisible. Donc, si on doit faire les activités en plein air, des randonnées, on doit bien se protéger et aussi faire, par exemple, le scan du retour à la maison pour voir s'il n'y a pas une tique qui est cachée quelque part. Il doit y avoir également des politiques publiques pour mettre en place la question de surveillance environnementale pour voir dans quelle mesure, quelles sont les zones autour desquelles, par exemple, les tiques sont en train de rôder. Donc, la santé publique est très outillée pour ce travail. Également, la question de politiques publiques qui doivent être définies, élaborées avec suivi et évaluation pour mettre en lumière les dynamiques d'atténuation liées au changement climatique. Bon, en conclusion, je pense que la maladie de Lyme nous permet de mettre en lumière le fait que la santé humaine est directement corrélée à la santé environnementale. Dans la mesure où vous pouvez quitter à la maison et aller faire vos randonnées, mais une fois de retour, vous pouvez être déjà atteint par cette maladie. Et ce qui nécessite, par exemple, des interventions beaucoup plus sectorielles ou intersectorielles, dans la mesure où les différents secteurs doivent collaborer pour la mise en place des mesures de lutte contre cette maladie. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Bon, ben, merci d'être resté attentif malgré une panne localisée de courant. On va maintenant passer aux questions. Maud, au micro. Je pense que oui, tu continues à parler. Allô? Ah, là, ça marche. Okay. Merci pour ta présentation. C'était très intéressant, malgré la condensation d'informations. Tu as mentionné que ce qu'on pouvait faire, c'est entre autres se protéger quand on va en exemple en randonnée. As-tu un exemple de comment on se protège? Si moi, je vais en randonnée quand il fait 35 degrés, j'ai déjà entendu parler de mettre des manches longues. Manches longues à 35 degrés, humidex 90%. Je ne sais pas trop. Est-ce que tu as d'autres moyens que les manches longues? Bon, je n'ai pas d'autres moyens, mais je pense qu'on a quand même le choix. Parce qu'entre un ennemi invisible et subir la chaleur de quelques heures, je pense que le choix est clair. La meilleure façon quand même, c'est effectivement de porter par exemple des habits très longs, les fourrer dans les chaussures et être en mesure et s'assurer qu'effectivement on pourra quand même aller faire la randonnée et revenir sain et sauf. Et aussi par exemple des répulsifs très efficaces qu'on peut également mettre, qui vont nous aider par exemple à éloigner les tiques autour de nous. Donc je pense que c'est les stratégies quand même de prévention très efficaces qui sont en vogue actuellement. Je vous en prie. Pour une autre question. Oui, juste une question vite fait. Ta présentation, en fait, illustre bien le lien qu'il y a entre en fait, le changement climatique et l'impact que cela a en fait, sur nous. J'aimerais juste un autre exemple, en fait, qui illustre bien ce phénomène. Parce que, j'ai bien compris toute la présentation, mais j'aimerais... parce que dans ta présentation, Lim et ses amis sont partis en randonnée. Sûrement qu'ils ont été en contact avec... Éthique. Voilà, OK. Mais
est-ce qu'il y a un autre exemple, en fait, disons vite fait, en fait? Bon, un exemple qui illustre la corrélation entre le changement climatique et la santé. Oui, je peux sortir, par exemple, de la situation de maladie, parce qu'on en a parlé beaucoup, et puis aller vers l'alimentation, parce que je pense que chacun a touché un peu un repas aujourd'hui. Par exemple, les changements climatiques aujourd'hui, les changements climatiques font que la culture agricole, d'abord, n'est plus produite de façon qualitative et quantitative. Donc, à partir du moment où les aliments que nous consommons ne sont plus produits de façon qualitative, si je dis production qualitative, je fais allusion par exemple à des productions biologiques par exemple, qui ont plus de valeur nutritive par rapport à des OMG. Donc à partir du moment où les productions ne sont plus en qualité suffisante, donc ça fait que aujourd'hui les aliments que nous consommons ne nous apportent plus des éléments nutritifs dont nous avons besoin. Et un autre élément, c'est que si on prend ces aliments, il y a des infections, des fois, qui touchent, par exemple, certains aliments. Si on prend les fruits de façon générale. Et aujourd'hui, si on ne fait pas attention, par exemple, tu consommes un fruit, ça peut déjà occasionner ou entraîner, par exemple, une maladie que tu peux contracter. Donc, il y a également ce lien qu'il faut établir. On citait généralement également la question d'inondation. Le fait qu'il y a également des zones aujourd'hui qui sont des zones très, très, très inondées. Donc, avec le changement climatique, l'inondation, ça vient accentuer, par exemple, les risques que les populations de ces zones encourent. Donc, si vous êtes pris par une inondation, donc la question de santé, tout de suite, elle est là. Parce que ça peut emporter la vie de certains, ça peut emporter vos logements, ça peut emporter vos productions et puis apporter des stress, des pressions psychologiques. Et la question psychologique est également liée à la question de santé. Donc le lien, on peut également le situer à ce niveau. Merci. Malheureusement, c'est le seul temps qu'on avait pour les questions, là, que s'il a dépassé un peu. Là. Mais on vous invite à poser vos questions ensuite. Merci encore une fois, Cossi. Je ne sais pas si on pourrait prendre une chance, peut-être qu'on a donné un break, un cool-down au projecteur. Raph, est-ce qu'on pourrait essayer peut-être encore une fois pour l'afficher? On va pouvoir faire ça. Sinon, est-ce que ça suivait bien quand même? Il y a quoi, 50 écrans ici? Là? Je pense que ça fait une bonne compensation. OK. Bon, pendant qu'on regarde ça, on va annoncer la dernière présentation. On termine déjà cette belle soirée avec une présentation et son autrice est étudiante au doctorat en épidémiologie et cherche à en faire moins pour en faire plus. J'espère qu'elle ne parlait pas de son doc. Merci d'accueillir Cécile Duval. Alors, est-ce que je vais avoir la chance d'avoir un écran derrière moi? Bon. Et est-ce que je peux avoir ma présentation aussi? Est-ce que vous passez une bonne soirée jusqu'à maintenant? J'ai pas eu la chance d'enseigner au Deconinck. Je serai préparée pour si jamais ça arrive. Alors, est-ce que j'y vais comme ça? Puis... Ah, si, ça y est. Bon, merci pour votre patience. Oh, bon, c'est pas grave, on va y aller avec les écrans sur les côtés. Donc, comme Alexis l'a dit, je suis Cécile, je suis étudiante au doctorat en épidémiologie. Puis, je tiens à vous préciser, avant d'être
au doctorat en épidémiologie, j'étais pharmacienne, donc ça se peut que mes exemples soient un petit peu orientés pharmacie, mais globalement, ce que je vais dire va s'appliquer aux soins d'une manière générale, donc pas juste les médicaments, même si je risque de parler beaucoup de médicaments. Donc, on va commencer par se mettre d'accord sur le fait que en faire plus, c'est pas toujours mieux. Là, on le voit bien avec la laveuse, puis vous allez me dire, OK, pour les laveuses, mais pour la santé, est-ce que c'est vraiment la même chose? Ben, c'est ce qu'on va voir. Parmi vous, petite question à m'enlever ce soir, est-ce qu'il y en a qui sont sur une liste d'attente pour une chirurgie, pour voir un spécialiste ou passer un examen? Soyez pas timide, hein, vous êtes probablement pas seul. Deuxième question, est-ce que vous pensez avoir déjà reçu un traitement ou un examen médical qui n'était pas nécessaire? Soyez pas timide non plus, vous êtes probablement pas seul, puisqu'on considère que c'est jusqu'à 30% des soins qui sont considérés comme étant de faible valeur. Faible valeur, ça veut pas dire que c'est des soins qui coûtent pas cher. Quand on parle de soins de faible valeur, c'est des soins dont les bénéfices ne justifient pas le risque potentiel ou le coût. Donc, dans ce cas-là, la valeur, c'est pas juste l'argent, mais c'est bien toutes les conséquences physiques, psychologiques, sociales et financières, que ce soit pour le patient ou pour le système de soins. Donc, ben, si on parle de médicaments, par exemple, il va falloir considérer les bienfaits potentiels pour la personne, mais aussi les effets secondaires potentiels. Donc, effets secondaires d'un médicament, on voit à peu près de quoi ça peut être, mais des effets physiques, mais psychologiques aussi. Juste le fait de prendre un traitement, d'avoir un médicament à prendre pour aller mieux. J'ai pas rencontré beaucoup de personnes qui étaient contentes de ça. Si on pense aux examens, le fait de passer un examen, ben, on se met à risque de découvrir des anomalies qui, en fait, finalement, ne nous auraient jamais rendu malades, mais ça va quand même déclencher la cascade de soins. Puis, certains examens ne sont pas si agréables. Pensez aux coloscopies, là, où des fois, ça peut être vraiment un challenge. Faire passer une IRM à quelqu'un qui est aux soins intensifs, ben, ça ne prend pas juste un broncardier là, pour le déplacer, ça prend toute une équipe avec des infirmiers, médecins, inhalos, les appareils qui sont sur la personne aux soins intensifs, le respirateur, ça passe pas dans la salle d'IRM ou pas souvent. Donc, ça implique de changer ces choses-là. Puis, ça implique que le patient, qui est quand même un patient en soins critiques, on va l'immobiliser dans un appareil où il n'est pas si facile d'accès quand même pendant un certain temps. Donc, passer un examen, c'est pas si anodin que ça. Évidemment, il peut y avoir un coût, que ce soit pour le patient ou pour la société en général. Ça va mobiliser des ressources matérielles, des ressources humaines. On repense à ceux qui sont sur une liste d'attente. Peut-être qu'on pourrait raccourcir les listes d'attente s'il y avait moins de surutilisation des soins. Et puis, il y a l'impact sur l'environnement. Les soins, ça a un impact sur la santé. Ça produit des déchets, ça produit des émissions. Puis, ben, on a parlé juste avant, l'environnement aussi a des impacts sur notre santé. Donc, voilà, quand on va parler de la valeur des soins, il faut bien englober toutes ces choses-là, toutes les conséquences directes ou indirectes que ça peut avoir pour la santé des populations. Puis là, on me dit, bon, maintenant que j'ai présenté tout ça, plus personne ne va vouloir passer d'examen ou prendre de traitement. Ce n'est pas mon propos non plus. Il faut peser le pour et le contre. On parle d'une balance bénéfice-risque. Puis, ben, dans certains cas, même s'il y a des effets négatifs, ça en vaut la peine. Dans d'autres cas, un peu moins. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bénéfices, mais ça veut dire qu'il y a plus d'inconvénients que de bénéfices. Puis là, ben, comment on fait pour savoir balance de droite, balance de gauche? Ben, pour guider les soignants puis les patients, il y a des guides de pratique clinique qui existent. Les guides de pratique clinique, c'est quoi? C'est en fait les meilleures connaissances disponibles qui ont été synthétisées par des groupes d'experts puis qui vont évaluer un petit peu les risques, les bénéfices. Puis souvent, ils vont évaluer aussi un petit peu la qualité puis la force de la preuve. En fait, ils vont essayer de voir est-ce que je suis à peu près sûre que c'est une bonne chose ou pas une bonne chose? Est-ce que je pense que des recherches supplémentaires sur le sujet, ça me ferait changer d'avis? Les guides de pratique clinique, donc ça donne beaucoup d'indications. C'est quand même pas des livres de recettes à suivre à la lettre. Il faut aussi tenir compte des préférences du patient, évidemment, puis un petit peu de l'expertise clinique aussi des soignants. Alors, ces guides de pratique, c'est pas nouveau, et pourtant, on voit encore de la surutilisation des soins. Pourquoi? Peppa Pig. Est-ce que je suis en train de dire que la surutilisation,
c'est Peppa Pig? Ben, il y a des recherches qui le suggèrent un petit peu. Il a l'air très sympathique, là, le docteur Brown Bear, très dévoué, mais il a quand même une petite tendance à faire des visites en urgence qui ne sont pas nécessaires, à donner des médicaments juste parce que les patients le demandent, là, même s'il dit de lui-même que ce n'est pas forcément nécessaire. Vous ne verrez plus Peppa Pig de la même manière maintenant. Mais, bon, évidemment, là, l'article que j'ai mis, c'est un vrai article, là, mais c'est un article à saveur humoristique, puis c'est ça. Mais il y a quand même un certain fond de vérité, parce que ça montre un petit peu la médiatisation de comme la surmédicalisation qu'on a un petit peu, puis un petit peu la création d'attentes irréalistes sur les soins de santé, puis ça, dès le plus jeune âge. Donc, bon, c'est pas juste Peppa Pig, là, mais il y a la culture, les médias qui vont faire que la population générale, des fois, on a des attentes un peu irréalistes sur les soins qu'on devrait recevoir. Il y a le fait aussi qu'on ne comprend pas tous c'est quoi exactement les fonctionnements des choses de santé. Donc, on ne comprend pas exactement les choses sur lesquelles on doit prendre des décisions. Puis, c'est normal, la santé, c'est complexe. C'est pas pour rien qu'on est comme plusieurs chercheurs pour travailler sur une seule chose, c'est que ça prend plusieurs cerveaux. La numératie, c'est la population générale tout le monde n'a pas une bonne numératie, donc tout le monde ne comprend pas bien les chiffres. Sauf que si on a un peu du mal à visualiser les chiffres, ce que ça représente en vrai, comment est-ce qu'on peut réellement peser le pour et le contre? C'est peut-être un peu plus difficile. La culture médicale, puis en fait, c'est pas juste les soignants, même la population générale, mais on a tendance à surestimer les bénéfices puis sous-estimer les risques. Il y a aussi un petit peu des fois un attrait pour la nouveauté. On a envie de tester le dernier traitement qui est connu. On a envie, c'est ça. Donc ça va participer un petit peu à la surutilisation. Le fonctionnement du système de santé, ça c'est plus le cas aux États-Unis qu'au Canada, par exemple, mais ça ne veut pas dire qu'au Canada, ça ne vient pas du tout intervenir, ça vient quand même jouer. La structure de paiement, le fait que les médecins sont payés à l'acte, ça peut des fois favoriser le fait qu'ils fassent plus d'actes. Puis des fois, ça ne vient pas des médecins, mais ça vient par exemple des gestionnaires de cliniques qui vont vouloir rentabiliser leur affaire. Il y a aussi un petit peu l'assurance, la couverture des soins qui ne va pas forcément dépendre juste de la valeur des soins. Puis des fois, il y a des soins qui vont être couverts, même si ils n'apportent pas grand-chose au patient, mais le patient va vouloir ces soins-là parce que, bon, il y a le droit, alors, bon, il va les avoir. La médecine défensive, ça, c'est quand les soignants vont prescrire, non pas pour soigner, mais juste pour éviter les poursuites judiciaires. Donc, c'est pareil, c'est pas nécessaire, mais on va le faire quand même. L'industrie pharmaceutique, évidemment, puis pas juste pharmaceutique, là, mais tous les fabricants de médicaments, de tests, de traitements, ils ont intérêt à ce que leurs produits se vendent. Petit bémol, quand même, au Canada, c'est quand même beaucoup plus contrôlé là, que chez les voisins du Sud, puis c'est pas si facile que ça là, pour l'industrie pharmaceutique d'aller acheter un petit peu les médecins, etc. Mais vous inquiétez pas pour eux, là, ils ont trouvé des nouveaux partenaires commerciaux, notamment les influenceurs. Dans les 2 dernières années, là, il y a eu énormément de publicité pour l'Ozempic sur TikTok. Où il y a 2-3 jours, là, j'ai vu qu'il y avait une entreprise américaine qui fait des IRM de contrôle chez des personnes qui vont très bien, mais juste au cas où. Puis ça avait été largement publicisé par Paris Hilton ou Kim Kardashian. Donc, c'est ça. Les personnes vont quand même, des fois, ça rejoint un petit peu la culture, les médias. On va plus se fier à ces sources-là qu'à des scientifiques. Puis, d'un autre côté, je les comprends. C'est plus facile à comprendre ce que vont nous dire ces petites choses de 30 secondes sur les réseaux sociaux plutôt que des articles scientifiques. C'est pour ça que vous pouvez venir aussi à Bistro Brain. Manque de données probantes. Je vous ai tout à l'heure, les guides de pratique, ils se basent sur les connaissances, mais on ne connaît pas tout. Donc, il y a quand même des fois des zones d'ombre, puis des choses où on ne sait pas si ça sert à quelque chose ou pas. Des fois, il y a des connaissances qui ont été faites il y a comme 20 ans, puis qui ne s'appliquent plus aussi bien maintenant, parce que les populations ont changé, la technologie, tout a changé autour, puis des fois, on n'évalue plus tout à fait l'efficacité des traitements de la même manière. Par exemple, pour le diabète de type 2, on donne des médicaments, oui, pour limiter le sucre dans le sang, etc., mais c'est beaucoup pour éviter les maladies cardiovasculaires.
Sauf que jusqu'en 2008, pour qu'un médicament soit mis sur le marché, on ne leur demandait pas de regarder les effets sur les maladies cardiovasculaires. On regardait juste le sucre dans le sang, est-ce que ça fait baisser ou pas. Puis, donc, on a beaucoup de médicaments qui ont été vendus comme ça, qui ont été utilisés. Alors oui, ils réduisaient le taux de sucre dans le sang, mais ils augmentaient aussi beaucoup la mortalité cardiovasculaire. Mais c'est juste, on ne le savait pas parce qu'on ne le regardait pas. Donc, des fois, il y a un petit peu aussi, c'est comme évolution des pratiques. Les guides de pratique clinique, disent beaucoup ce qu'on doit faire, mais ne disent pas trop ce qu'on ne doit pas faire. Donc, c'est pareil. L'information est comme... On se concentre beaucoup sur ce qu'on doit faire. La formation médicale, même si ça évolue un petit peu, mais on insiste beaucoup sur les bénéfices des soins, puis moins les risques. Donc, c'est pareil. Ça participe au fait qu'on va encourager un petit peu. Donc, finalement, il y a comme 3 grands domaines de facteurs qui vont contribuer: le fonctionnement du système de santé, les facteurs sociaux, puis les connaissances scientifiques. Puis là, OK, c'est bien beau ça, mais qu'est-ce que nous, on peut faire? Première chose, parlez. Si vous avez des enfants dans votre entourage qui regardent Peppa Pig, là, parlez-en un petit peu avec eux. Mais sinon, l'autre chose qu'on peut faire à titre individuel, oui, on ne va pas pouvoir tout changer, là, ce que j'ai montré, mais nous, on peut quand même contribuer un petit peu à diminuer cette surutilisation des soins. Puis ça se passe comment? Prochaine fois que vous avez un traitement qui est prescrit ou un examen qui est prescrit, il y a 5 questions que vous pouvez poser aux soignants. Est-ce que vous en avez vraiment besoin? C'est quoi les risques qui sont associés? Est-ce qu'il existe d'autres alternatives qui sont plus simples ou plus sécuritaires? Qu'est-ce qui va se passer si je ne fais rien? Et combien est-ce que ça coûte? Donc ça, c'est des questions qui sont suggérées par Choosing Wisely. Puis d'ailleurs, je ne suis pas payée par eux, là, mais Choisir avec Soin Canada, c'est un organisme qui fait partie d'une initiative internationale Choosing Wisely. C'est eux qui ont fait cette affiche qui est très parlante, puis la vidéo aussi du début. C'est très riche en informations si vous êtes un petit peu curieux, puis sinon, venez me jaser dans les prochaines minutes. Merci pour votre attention, puis je remercie aussi ceux qui me soutiennent à faire de la recherche là-dessus. Moi, ça m'amusait un peu parce que je le disais en blague à Cécile, on demande dernière, c'est pour le clou du spectacle. Puis justement, j'ai vraiment été impressionné par la qualité du fil de pensée, de vulgarisation, les images, pas beaucoup de texte, c'était vraiment dans le concret, dans votre quotidien. Donc, merci encore une fois pour ta présentation. C'est maintenant à vous de prendre la parole. Est-ce qu'on a une question en arrière? Je suis un peu ébloui. Par ma présence, oui. Oui, OK. Donc, on a une question. Une petite question, en fait, très intéressant comme présentation. Si tu étais soudainement ministre de la Santé / première ministre, si on te donnait tous les pouvoirs, ça serait quoi, c'est quoi que tu ferais, en fait, pour être capable de réduire cette médication sur soins? Il y a déjà des choses qui se font. Puis là, j'ai plus présenté le contexte de la recherche, mais l'équipe dans laquelle je travaille, on travaille déjà pour réduire ça. La première chose à faire, c'est de regarder s'il y en a de la surutilisation de soins. Puis, on va regarder entre justement les guides de pratique clinique, puis ce qui se passe en réalité. Est-ce qu'il y a des différences? Puis on va pas pouvoir se battre contre tout. Donc, on va essayer de cibler ce qui arrive le plus souvent ou ce qui a des conséquences plus graves. Si finalement, OK, c'est pas idéal, mais il n'y a pas trop d'impact, peut-être qu'on va le laisser un peu plus de côté puis qu'on va se concentrer sur ce qui a justement le plus grand potentiel de gain. Donc, première chose à faire, c'est de faire un bilan de c'est quoi actuellement l'état des lieux de est-ce qu'il y en a beaucoup, puis c'est quoi les conséquences de ce qu'il y a. Puis, donc, c'est déjà ce qu'on fait dans mon équipe de recherche. Là. Puis, en fait, après, ce qui se passe, souvent, c'est qu'il y a des variations de pratiques. Il y a des endroits où on va voir beaucoup certaines pratiques qui sont utilisées, puis d'autres endroits beaucoup moins. Il suffit de voir là où ils n'en ont pas de surutilisation, ce qu'ils font, puis qui donnent des conseils à ceux où il y a beaucoup de surutilisation des soins, par exemple. Ça va être plus au niveau professionnel. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire au niveau du public, justement, de comprendre qu'on accepte de ne pas avoir de soins, puis de comprendre que c'est pour notre bien, finalement. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais... Oui, moi, c'était de t'entendre. Hein, fait que, merci. Merci. Est-ce qu'on a une deuxième question? Oui, franchement. Merci, Cécile, pour la présentation.
J'avais 2 questions, mais c'est comme si tu as déjà brasé. La première, c'était que si tu travailles, par exemple, pour une compagnie pharmaceutique, quelles seraient tes directives à donner? Et puis, la deuxième question, c'est que si on parle de la polypharmacie, est-ce que ça concerne uniquement les médicaments ou bien les soins en font partie? Ben, polypharmacie, ça va être sur le médicament quand même généralement, mais c'est 2 choses différentes, la surutilisation puis la polypharmacie. Parce que surutilisation, on peut être en surutilisation même si on en prend juste un médicament, alors que la polypharmacie, c'est l'utilisation de plusieurs médicaments, mais des fois, il y a des contextes cliniques qui font qu'on a besoin de plusieurs médicaments parce qu'on a comme plusieurs problèmes de santé, etc. Ben, si j'étais une compagnie pharmaceutique, je dirais que j'accentuerais beaucoup sur le bon usage de mes médicaments parce que, ultimement, une compagnie pharmaceutique n'a pas tant d'intérêt à ce que ces médicaments soient mal utilisés parce que ça va créer des problèmes derrière. Puis, ça s'est déjà vu des fois des retraits de médicaments du marché qui ont été un peu précipités par la surutilisation. Alors que peut-être que si ils avaient continué à être utilisés comme de manière appropriée, peut-être qu'ils seraient encore en marché, ces médicaments-là. Donc, l'industrie pharmaceutique n'a pas non plus tant d'intérêt à ce que les médicaments soient utilisés à tort et à travers. Merci. Merci. Le temps pour une dernière question de la soirée. Bonjour, merci. J'ai beaucoup aimé l'exemple de Pega Pig, puis j'ai trouvé que vous terminiez avec les recommandations McSween. Alors, je ne sais pas s'il y a de la concordance, mais McSween nous dit tout le temps, prends-le si tu en as besoin. La différence, c'est que dans mes choix de consommation, souvent, j'ai des alternatives. Donc, souvent, comme usager, patient, puis je vais arriver dans un contexte de prise de décision de santé, puis j'ai un problème. Habituellement, c'est pour ça qu'on se retrouve à consulter. Donc, ce que je veux, c'est régler mon problème. Mais je ne connais pas toutes les alternatives. Alors, je peux poser des questions, mais il y a la question des alternatives. Puis des fois, on les connaît, les alternatives, mais comme ça a été mentionné, elles ne sont pas accessibles. Exemple vécu, j'ai un problème, je rattends ton 45 minutes usuel pour le retour de 811. Tu as ta grosse discussion d'1 heure avec le 811 pour finalement te faire dire qu'il n'y a pas de corridor de service parce que l'enfant, il n'y a pas juste des troubles respiratoires, il y a des boutons. Alors là, évidemment, il n'y a plus de corridor de service, donc tu es pogné, il faut que tu te présentes à l'urgence. Tu sais que c'est une scarlatine, mais tu es pogné pareil. Donc, on a des absences d'alternatives, autant au niveau des choix de service que des choix de traitement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Financer la recherche, financer les systèmes de santé. Mais j'aimerais ça avoir une solution miracle pour ça, puis une réponse à ces questions-là. Malheureusement, il n'y en a pas. Puis des fois, il n'y a pas non plus d'alternative pour l'instant qui répond au problème. Puis, mais c'est ça, c'est comme... Oui, c'est malheureux, là. Puis malheureusement... C'est pas non plus en proposant des choses qui ne fonctionnent pas que ça va régler le problème plus. Donc, c'est ça, je suis d'accord avec le problème que vous décrivez, mais la surutilisation n'est pas une réponse à ce problème-là non plus. Donc, c'est ça. Ça me fait plaisir. Mais ça permettra de le resimplifier dans une future présentation. Merci encore, Cécile, pour ton excellente présentation. C'est mon tech guy qui essaie de me lancer des messages codés, là. Merci à Loïc qui s'est déplacé avec moi de Sherbrooke pour animer ce bel événement. Donc, c'était la dernière présentation. C'est donc le temps de faire des remerciements. Vous étiez plusieurs à être présents ce soir, donc je commence par vous, en vous remerciant pour votre attention. Encore une fois, la vulgarisation, ça se passe à 2. Donc, merci d'être là. J'aimerais également remercier nos présentateurs et présentatrices de la soirée, Mélanie, Cossi et Cossi, Cécile. On avait aussi plusieurs bénévoles, des gens qui ont levé la main pour faire partie du projet de Bistro Brain à Québec. Donc, à travers la soirée, vous avez pu les croiser à l'accueil. On avait notamment Pauline et Marie-Hélène,
à captation, Loïc, je viens de nommer. Un peu partout, on avait aussi Élise, Gabrielle et Maude. Donc, un bon applaudissement pour ceux-ci. Également, la Ninkasi de nous recevoir pour un premier événement. Vraiment, on a été très bien accueillis, très bien servis. Donc, je prends le temps de les remercier par leur nom. Au service, on avait Joshua, David, Victoria, Clara, Harry, Vincent. Et à la cuisine, on avait également Dominique, Eileen et Mitzi. Merci pour vos applaudissements. On avait également un remerciement à faire à notre commanditaire de la soirée, le Fonds de recherche du Québec, et tout chaleureusement notre collaborateur pour la soirée, encore une fois, l'Axe SPPOS, l'Axe SPPOS, là, ils m'ont coaché là-dessus. Donc, merci à ceux qui étaient là ce soir. J'ai vu, justement, il y avait Flore, il y avait Cécile qui était là aussi, Cossi et Patricia. Je pense qu'il y avait aussi la directrice. On m'a dit que la directrice était là. Elle vient quitter. Bon, merci à elle d'avoir été là. Encore une fois, je veux vraiment qu'on souligne leur contribution à la soirée.